Madame, Monsieur, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour, votre rendez-vous de tous les mardis. Le mardi 27 mai, nous allons parler de quoi? Eh bien, du thème suivant, le rôle des médias sociaux dans le traitement de l'information. Vous allez nous poser la question, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème qui a mis lieu d'intéresser le quotidien des Congolais? Mais vous allez avoir la réponse grâce à nos invités, dont je m'en vais vous présenter, qui sont sur ce plateau. J'ai cité M. Driss Antonin Bosoto, oui. Bonsoir, universitaire, oui. Et qui manage aussi à Top TV. Coordonnateur des programmes à Top TV Télévision, mais également enseignant au département des sciences et technologies de la communication, notamment en technologie de l'information et de la communication. Très bien, c'est à ce titre que nous avons invité sur ce plateau parce que au moins vous allez éclairer tous ceux qui s'hasardent à utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication. À ses côtés, il n'est plus à présenter, mais je vais quand même le présenter, Alain Chungu, journaliste. Journaliste, directeur général de STV et correspondant à TV5, TV5 Afrique. Voilà. Alphonse Nogo, un habitué. Bonsoir. Bonsoir Paul. Jeune Afrique Économie. Oui. Terre Africa. Terre Africa, oui. Journaliste. Et nous aurons peut-être le plaisir d'avoir le dernier invité, Willy Ngoizamba, qui va arriver de la PEC. Il est en route. Mais nous allons quand même commencer ce débat. Le rôle des médias sociaux dans le traitement de l'information. Avant de commencer, je tiens avant tout propos à féliciter notre confrère Eddie Smith, si j'en crois par les informations de notre possession, à la suite de son émission, la grande interview où il a reçu mademoiselle Barros, l'auteur de ce forfait, un sujet libanais, aurait été interpellé et mis aux arrêts à la DGST à Pointe-Noire. Bon, je mets ça au conditionnel, mais je crois que si l'information se confirmait, on dirait que bravo aux médias qui font leur travail. Alors, donc, lorsque les médias aident à la manifestation de la vérité, font pression auprès des pouvoirs publics pour les aider à sortir de leur léthargie, pour prendre à bras le corps les préoccupations de leurs concitoyens, nous applaudissons dès demain. C'est le cas aujourd'hui, comme je viens de vous l'indiquer, avec le dénouement de cette dramatique affaire qui a coûté la paralysie des membres inférieurs à notre compatriote. Les médias classiques, par leur rôle, émission d'informer, distraire et peut-être former, sont tous, lorsqu'ils veulent traiter une information, de beaucoup de précautions avant de les porter à la place ou sur la place publique. Et pour les porter sur la place publique, toute information, ils prennent soin de recouper les faits. L'information, on aurait pu dire, passe par des filtres avant de passer à l'antenne ou encore avant d'être publiée lorsqu'il s'agit des magazines. Mais qu'en est-il pour les réseaux sociaux qui révolutionnent aujourd'hui le quotidien des Congolais? Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, vendeur ambulant, tunisien d'origine, déclenchait contre son gré ce qu'est advenu aujourd'hui d'appeler le printemps arabe. Dans ce déclenchement de cette révolution arabe, les réseaux sociaux y ont joué un rôle fondamental en ce qu'ils ont permis de diffuser, de relayer et de donner en temps réel, les soubresauts et autres manifestations qui se produisaient à Tunis, à Casa, au Caire ou à Alger. Pourtant, Facebook, tout le monde dit, j'ai un compte Facebook, est devenu, comme par hasard, pour certains spécialistes, l'arme fatale contre les dictatures et qu'on pourrait attribuer être à l'origine de la chute de Moubarak et pourquoi pas de Ben Ali en Tunisie. Le 4 avril 2014, avec le déclenchement de l'opération Mbata Bakolo, les réseaux sociaux s'y sont mêlés, relayant les informations brutes
aux sources non vérifiées avec une forte dose émotionnelle. Les conséquences d'une telle opération seraient, sans crier gare, une manipulation qui pourrait pousser aussi bien les plus hautes autorités des deux pays que les populations à prendre pour agents comptants les informations postées sur les comptes YouTube ou autres Twitter sans possibilité pour les consommateurs de vérifier l'origine de ces sources. Alors, question. Quel rôle jouent les médias sociaux? Peuvent-ils jouer un rôle objectif dans le traitement de l'information? Réseaux sociaux, faiseurs d'opinion, c'est l'objet de cette émission de ce soir, dont je voudrais aussi profiter de l'occasion, mais de vous interpeller sur un fait d'actualité. Pas plus tard qu'hier, le représentant de la MONUSCO a parlé, semble-t-il, au nom de l'Organisation des Nations Unies pour demander au Congo d'arrêter immédiatement l'opération Mbata Bakolo, semble-t-il, pour des raisons liées au traitement inhumain qui est infligé à ceux qui sont reconduits à la frontière. Alors, nous aurons le temps de réagir à cette deuxième information, mais revenons d'abord sur l'information qui nous concerne aujourd'hui. Réseaux sociaux, faiseurs d'opinion, manipulation ou objecteurs de conscience. Monsieur universitaire, parce que vous qui avez la charge d'aider les jeunes qui vont arriver dans ce métier à utiliser les outils du traitement de l'information, peut-être que ça serait intéressant que vous nous disiez votre point de vue. Alors, pour commencer, moi, je mettrai l'accent sur une théorie. On a parlé de Harold Laswell. Je sais que tous les communicateurs, tous les journalistes en ont une idée. Il est démontré que, à travers la théorie de Laswell, que l'information a un effet qui peut être positif ou négatif. C'est-à-dire qu'à travers les médias traditionnels, ceux qui manipulent l'information sont, dans la plupart des cas, des professionnels formés, en prenant référence notamment à la définition de la notion de journaliste. C'est un professionnel formé. Or avec l'arrivée de ce que l'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire l'évolution de l'Internet permettant à l'utilisateur d'être actif, non plus passif, on constate que n'importe qui aujourd'hui peut publier une information sans tenir compte des effets ou de l'influence que cette information peut avoir sur le public. Cela m'amène à conclure simplement à votre question en disant que les réseaux sociaux, oui, je pense qu'il est assez difficile que c'est un vecteur objectif de l'information, dans la mesure où cette information n'est pas vérifiée, cette information n'est pas labellisée. Labellisée dans la mesure où on prend un site tel que Congo Site du Congo-Brazzaville, on prend un site comme celui de RFI, on prend un site comme celui de tv5.org, ce sont au fait des médias traditionnels, mais qui ont ouvert des pages en ligne pour véhiculer la même information. Ce sont des informations labellisées. Mais l'individu lambda, ou comme on dirait le quidam, qui arrive et qui ouvre une page Facebook pour véhiculer une information, pour y publier des photos, des vidéos, ou je ne sais quoi d'autre, ne maîtrise pas les règles déontologiques, ne maîtrise pas les règles du droit de l'information. Parce que nous savons tous que dans le droit de l'information, dans la déontologie, il y a ce que l'on appelle l'atteinte aux mœurs. Lorsqu'on publie par exemple des photos de personnes mutilées, dans le domaine du journalisme, dans le domaine des médias, il y a un code déontologique qui empêche ça pour ne pas choquer le public. Donc dire que les réseaux sociaux peuvent être considérés comme un véhicule d'information objective, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Monsieur Alain Chungu, non, le problème... Vecteur objectif d'information, réseaux sociaux. Bon, vecteur possible d'information, non. Je pense que, suivant ce que Dex vient de dire ici, sur les réseaux sociaux, on a plus de désinformation, des intoxications, des manipulations que autre chose. Parce que qui écrit sur les réseaux sociaux? Pour quel objectif? Est-ce que c'est l'objectif d'informer, c'est l'objectif de manipuler, ou c'est l'objectif de déformer l'information? Donc je pense qu'il faut
qu'on fasse excessivement attention en lisant simplement ce qui s'écrit souvent sur Facebook, Twitter ou vous verrez que on peut prendre des photos d'un événement qui s'est produit il y a 3 ans, mais on code ces photos pour un événement produit aujourd'hui. Donc on se pose la question, pourquoi si ce n'est pas de la manipulation? Je pense qu'il faut qu'on fasse excessivement attention à l'utilisation de ces réseaux sociaux, surtout faire attention à ce qui s'écrit et ce qui est diffusé sur ces réseaux. Mon cher Alphonse, nous avons tous applaudi, enfin, nous entre guillemets, puisque je m'insère dans cette communauté internationale, hein, mais même si je ne crois pas un seul mot. En 2010, lorsque au Caire, les blogueurs, comme on les appelle, donnaient en temps réel ce qui s'est passé à la place Tahrir, c'est passé. Oui. Bon, on y applaudit, on y a diffusé. Il en est de même pour la Libye. Aujourd'hui, on a l'impression que ça sert à la désinformation, la manipulation. À quel moment les réseaux sociaux peuvent être acceptés et à quel autre ils sont considérés comme des médias de manipulation. Bon, il est indéniable, Paul, que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être considérés comme la presse du XXIe siècle. Parce que dans le cas justement des pays arabes, on a vu ce que les réseaux sociaux ont apporté en termes de contribution pour la chute de certaines dictatures, notamment Ben Ali en Tunisie. Je mets entre guillemets Kadhafi, même si je n'ai pas apprécié la méthode, mais on peut dire quand même en temps réel, par rapport aux médias classiques, tout le monde peut avoir l'information à travers ces réseaux, Twitter, YouTube ou Facebook. Le problème peut-être chez nous, je constate qu'ailleurs où les gens ont quand même un sens de responsabilité et où on peut dire que c'est des états de droit reconnus, mais contrairement à nos pays, il y a aussi le niveau de culture. Le niveau de culture amène les gens, parce que quand vous regardez notre degré de culture, les gens aiment déjà ce qu'on appelle le commérage, c'est-à-dire ce qu'on dit chez nous, on entend par songui. Donc à partir de notre niveau de culture, c'est ce que nous retrouvons justement dans les réseaux sociaux. C'est différent si vous voyez par exemple, en ce qui concerne les pays arabes, qui ont quand même, où on sent qu'il y a un certain niveau d'éducation, où il y a un certain respect évidemment de la personne humaine, il y a des photos qu'on ne doit pas montrer parce que c'est choquant. Vous verrez que c'est un peu à l'image de chaque pays. Tels que les réseaux sociaux sont pratiqués, par exemple dans un pays comme le Sénégal, lorsqu'il y a eu des élections, lorsqu'il y a eu le mouvement pour faire partir Ouad, vous verrez que en fonction de leur degré, l'information quand même est d'une certaine qualité. Je ne dis pas qu'elle est totalement objective, mais il y a aussi de l'extrapolation. Et lorsque vous voyez le traitement de l'information dans les réseaux sociaux du Congo-Brazzaville, vous la comparez à un autre pays comme la RDC, donc vous verrez que c'est en fonction du niveau de chacun. Et évidemment, puisque dans notre culture, nous aimons ce qu'on appelle le commérage, nous aimons extrapoler les faits, nous retrouvons cela dans nos réseaux sociaux. Si quelqu'un qui a son compte Twitter aux États-Unis, vous verrez qu'il y a un sens de responsabilité parce qu'ils ne sont pas exonérés des poursuites judiciaires. Hein, ils ne sont pas pour autant exonérés des poursuites judiciaires. Mais dans le cas de nos pays, vous verrez, quand moi je lis certaines choses, c'est franchement de la vermine. D'ailleurs, j'ai pour habitude, à ne pas prendre pour parole l'évangile ou verset coranique, ce que je lis dans nos réseaux sociaux. Donc c'est là où se situe à mon avis tout le hic du problème, à comparer à d'autres pays comme par exemple ce que ces réseaux sociaux ont apporté aux pays arabes qui étaient en mouvement pour essayer de faire de faire déboulonner certains régimes. Mais dans notre cas, nous constatons que franchement le niveau culturel, le niveau intellectuel étant à mon avis parfois de moindre qualité, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que les gens vous produisent?
ils ne peuvent que vous produire ce qu'ils ont comme reflet de leur niveau culturel et de leur niveau d'éducation. Monsieur Willy Nzamba qui vient nous rejoindre sur ce plateau. Je crois que c'est un spécialiste. Êtes-vous consommateur? Avez-vous un compte Twitter? Parce que j'aurais dû commencer par ça, parce qu'il y a des fois où on parle des choses qu'on ne connaît pas. Mais je crois que vous en êtes un consommateur. Vous devez avoir même un compte Facebook. Sans trahir les secrets. Ok. Ouais. Bon, mais merci beaucoup. Je m'excuse d'abord devant les téléspectateurs et puis devant mes co-débatteurs du retard. Oui, j'ai un compte Facebook, j'ai un fil Twitter, j'ai un compte Skype. Vous savez, c'est pas une affaire seulement de mode, c'est le progrès. Étant donné qu'on ne peut pas arrêter le progrès, l'objectif c'est essayer de le dompter. Donc j'aborderai un peu peut-être dans ce sens. Vous savez, Twitter, Facebook, ce sont des technologies qui ont vu le jour parce que au départ, il y a d'abord eu une première technologie, donc on appelle Internet en général, qui a créé ce qu'on appelle des applications. Et ces applications aujourd'hui permettent des gens, à des milliards de gens, d'entrer en contact directement sans passer par ce qu'on peut appeler des médias traditionnels. Je vous ferai peut-être l'économie de dire que si le média a ce nom de média, c'est parce qu'il devait être intermédiaire. Et l'avantage peut-être de ces choses-là, c'est social. On dit pas, ce ne sont pas des sources d'information en général stricto sensu, mais c'est des pages, comme on appelle ça, des comptes, des espaces où chacun essaie de donner à des publics assez ciblés. De toutes les façons, vous ne pouvez pas communiquer sur Facebook, sur Twitter ou sur Skype si vous n'êtes pas d'abord ami avant. Je pense que il faudrait d'abord savoir que au départ, quand ces technologies ont vu le jour, les gens l'ont adopté peut-être sans en connaître les dangers. C'est aujourd'hui maintenant que les gens sont un peu conscients des dangers. Mais est-ce que pour autant on devrait s'abouter à dire que ce sont des technologies dangereuses? Oui, mais ce ne sont que des instruments. C'est comme si vous posez la question, est-ce que le couteau est mauvais ou bon? Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais je pense que c'est une chance inouïe. Et j'aborderai un tout petit peu, légèrement, un peu dans le sens de mon frère Alphonse Dongo. L'erreur, peut-être, bon, il a parlé de l'éducation. Pour moi, c'est peut-être l'éducation des décideurs. C'est-à-dire que c'est un véritable outil de communication si les décideurs, le gouvernement, les institutions de la République peuvent comprendre que c'est 10 fois plus direct que Télé Congo et Radio Congo. Et si vous pouvez avoir l'impression parfois que la rumeur prône sur l'information vérace, c'est simplement, c'est une affaire d'audience. C'est-à-dire que moi qui ai plus de 2000, par exemple, followers, donc suiveurs sur Twitter, quand je fais un petit tweet, donc à l'instant même, tous ceux qui sont connectés sont au fait de l'information et peuvent directement interagir, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander de plus amples informations. Ça peut être dans le vrai ou dans le faux, mais au moins ils auront la possibilité d'apprendre l'information. À Télé Congo, à Radio Congo, à DRTV ou dans les médias traditionnels, je suis obligé d'attendre l'heure de son détour. Alors que là-bas, c'est d'abord intemporel, j'accède à l'information quand je la veux. Et vous savez, comme on dit, le café, il est intéressant que quand il est chaud, absolument. Et l'information, elle est intéressante quand elle est chaude. Donc, je pense plutôt qu'il faut peut-être pousser les gens à aller vers cette chose-là. Et puis, pousser les gens peut-être à le dompter. Aujourd'hui, il y a un débat, j'espère qu'on y arrivera, sur la gouvernance de l'Internet. L'Internet a un problème, c'est un réseau mondial. C'est un machin, entre guillemets, des Américains. Et nous qui utilisons ici en Afrique, plus précisément au Congo, nous n'avons presque rien à dire. Les serveurs la cible se trouvent aux États-Unis. On peut tout dire. On ne sait pas pourquoi Facebook, par exemple, nous donne la possibilité d'avoir des comptes de façon gratuite, d'y poster des photos. Bon, ok, imaginez M. Goyi a son compte Facebook et il meurt. Quelles sont les clauses de confidentialité? Est-ce que quelqu'un ne peut pas entrer dans mon compte pour continuer à escroquer les gens, par exemple? Donc, bref, c'est des thématiques assez complexes que je voudrais qu'on discute un tout petit peu dans la globalité et non sous-dimensionner ça pour juste savoir si c'est bon ou c'est mauvais. Non, c'est pas. Ok, non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit comme ça. Si vous voulez maintenant un point de vue sur la balance, je dis que c'est très bon. Voilà, bien entendu, comme toute chose, ça a des points négatifs. Très bien. Alors, vous avez parlé d'information.
vous utilisez le mot information. Est-ce que vous pensez que un compte Facebook, lorsque vous postez sur votre mur une information, vous donnez, je sais pas, c'est une information ou vous donnez des nouvelles, disons-le comme ça. Est-ce que c'est une information? Est-ce qu'elle est vérifiée? Elle est vérifiable, d'autant plus qu'elle peut pousser ou entraîner les gens dans des directions peut-être contraires. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ngoï tout à l'heure. C'est vrai, on ne conteste pas l'importance de cet outil. On ne conteste pas sa valeur. Mais ce qu'on conteste, c'est l'utilisation. Mais là, je ne vais même pas dire que c'est, comme vous avez interprété les gouvernants, je pense que ce n'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau des utilisateurs. La responsabilité, c'est là où j'ai rejoint Alphonse quand il dit ça reflète la culture que nous avons. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces réseaux sociaux? C'est ça, parce que, comme vous avez dit, pour le couteau, hein, le couteau, vous ne le donnez pas à n'importe qui. Hein, même à la maison, on dit aux enfants, faites attention. On a l'impression, l'utilisation que nous faisons de ces réseaux sociaux, on a l'impression que c'est des enfants qui jouent, pour leur donner un jeu, sans se rendre compte que c'est quelque chose qui peut, à tort ou à raison, embraser tout un pays. On le voit, ce qui se passe aujourd'hui avec, je pense qu'on en parlera, avec les Mbata Mokolo, où on a pris des images qui n'ont rien à voir avec l'opération et qu'on a mis sur ces réseaux sociaux, qui fait que ça crée des ressentiments, non pas au sein de ceux qui ont déclenché l'opération Mbata Mokolo, mais la population s'est appropriée de l'opération comme si c'est elle qui avait initié cette opération. Donc tout ça, c'est un malaise. Un malaise. Mais donc il faut reviendra dans la deuxième partie sur ça, mais je peux aussi vous donner une information. Vers 0h, j'ai failli réveiller une très haute autorité de ce pays pour dire que j'étais en train de naviguer, de recevoir un message comme quoi le président rwandais venait de décider. Je crois que beaucoup d'entre nous avaient reçu cette information très très tard. Mais bon, après, je me suis... voilà. Alors, moi, je voulais intervenir sur une variable. Il y a un point que nous n'avons pas évoqué. C'est celui de la logique d'usage. Lesquels utilisent les réseaux sociaux? Alors, dans la sociologie de la technique, des technologies de l'information et de la communication, il y a ce que l'on appelle la génération Y et la génération C. C'est-à-dire que les personnes qui sont nées entre 78 et 86, et aujourd'hui, ceux qui font partie de la génération C, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement adolescents. Ce sont des jeunes qui grandissent avec les technologies, qui les découvrent, qui apprennent à les utiliser mieux que la plupart d'entre nous. Mais ces jeunes aujourd'hui, ils sont essentiellement orientés sur une base, le divertissement. Parce qu'il y a une problématique des technologies aujourd'hui en Afrique. C'est qu'en Afrique, rares sont ceux qui utilisent les technologies, ou même les réseaux sociaux, à des fins de réseautage, à des fins professionnelles. Mais on utilise les réseaux sociaux pourquoi? Beaucoup plus la présentation de soi. On publie des photos, et comme l'a dit l'un des intervenants, on parle également des ragots. Donc, tout part dans la logique d'usage. Nous utilisons ces technologies pourquoi? Et je reviens également sur la question de la valeur de l'information. On rappelle que l'information de presse est une information labellisée qui passe par un processus de collecte, de traitement, de diffusion. Et avant la diffusion, il y a tout un processus qui se fait au niveau du rédacteur en chef qui valide l'authenticité de l'information, chose qui ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Très bien. Est-ce que ce n'est pas à titre personnel qu'on doit utiliser ces réseaux sociaux et non pas les transformer comme un outil ou un moyen d'informer? Parce que quand vous postez sur votre mur, forcément, vous informez vos amis, mais vos amis qui ont d'autres amis, il y a une multiplication. Donc cette rapidité-là ne peut pas être préjudiciable pour l'information que vous voulez véhiculer, mon cher Alphonse. Je pense que Paul, c'est peut-être oui et non à la fois. Non, parce que, vous savez, en tant que journaliste aujourd'hui, l'information qu'un journaliste diffuse ou poste, cette information peut parfois être incomplète du point de vue
de la qualité, du point de vue même peut-être de certains aspects liés au complément de l'information. Et donc, il arrive que celui qui est un peu plus érudit prenne connaissance d'une information que vous avez publiée dans un journal et que quelqu'un qui est plus érudit vous donne des précisions qui vont certainement donc être utiles à tout le monde. Et souvent, il arrive qu'on constate qu'un article, par exemple, a des limites et que quelqu'un dise voici des précisions que je vous apporte. En ce moment, c'est utile. Et je ne crois pas qu'il faille... Les précisions, on peut les apporter une box, parce que lorsque l'information est déjà donnée et publiée, elle devient publique. Et par conséquent, les corrections que vous apportez, forcément, les autres, il faut maîtriser l'information, la diffuser. Or, non, les médias classiques maîtrisent d'abord l'information avec les erreurs et les sources qu'ils ont permis pour construire le papier. Ils maîtrisent. Pas toujours en totalité. Il arrive, je suis journaliste, Paul, on est tous journalistes, il arrive que vous travaillez sur un sujet et que peut-être mon confrère Chungu ait plus d'informations sur le sujet que j'ai traité que moi. Si donc cette information se retrouve sur notre site, évidemment, Chungu prend connaissance de cette information, il peut la compléter, il peut l'enrichir, dire que, ah oui, Alphonse, tu as dit ceci, mais je t'apprends aussi que le Congo, par exemple, signé telle convention, je donne un cas de figure, hein, donc voilà. Et donc, en ce moment, cela peut être utile à tout le monde, et même au journaliste qui a écrit l'article, donc en ce moment, c'est important. Mais pour moi, dans ce cas, on ne peut pas borner à moins l'infini et borner à plus l'infini, il faudrait laisser que cela serve, n'est-ce pas, à tout le monde. Mais là où ça devient un peu pernicieux, c'est lorsque, à mon avis, des troublions, et je m'excuse d'utiliser ce mot, n'est-ce pas, se saisissent, n'est-ce pas, de leur compte pour, évidemment, distiller des informations qui ne sont pas toujours vérifiées et qui, à mon avis, moi j'ai même parfois de la peine à lire certaines choses sur Facebook, sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux, parce que non seulement c'est mal rendu, bon, on peut peut-être pardonner à ceux qui l'écrivent de ne pas avoir la compétence ou alors les rudiments de journalistes, mais en même temps, parfois, c'est une information à bras-à-cabrande, vraiment, qui, à mon avis, n'a pas de sens. Donc ça, c'est dommage. Nous, on peut s'en rendre compte en tant qu'homme de médias, mais c'est dommage pour ceux qui n'ont pas la jugeote pour constater que cette information est erronée ou elle est biaisée ou elle est faussée. Et c'est là où se situe le problème, parce qu'il y en a qui prennent pour argent comptant les informations distillées par certains réseaux sociaux en disant oui, comme vous l'avez dit tantôt, le président Kagame serait décédé. Je me souviens d'un cas où aussi dans un pays voisin... Non, là vous avez dit serait, parce que quand l'information est arrivée, est mort. Oui, oui. Donc, c'est parce que je mets des gants maintenant en tant que journaliste. Oui, bien sûr. Il y a eu aussi un cas comme ça dans un pays voisin où on vous dit, bon, le président, je crois, Biya est décédé et il y a eu de la panique, je crois, au Cameroun, alors que cette information était totalement fausse. Donc, c'est autant de choses. Je ne vais pas citer d'autres cas de figure pour ne pas blesser la conscience de nos téléspectateurs, mais c'est autant de choses qui se passent. Et c'est en ce moment où les réseaux sociaux deviennent, à mon avis, dangereux. Très bien. Monsieur Ngoy, les réseaux sociaux deviennent dangereux. C'est pas un procès qu'on leur fait, mais bon, c'est peut-être la qualité de ce qu'on y met qui peut peut-être faire. Oui, mais pour ce que nous y mettions, hein, parce que les Congolais, pas les autres, comme vous voyez les autres. Je me rends compte que je suis devant les professionnels des médias, c'est peut-être une sorte de déformation professionnelle de leur côté. Non. Non, je dis bien. Mais ils sont en face des spécialistes d'éthique. Donc, déformation par rapport à quoi? Peut-être que la dimension que peut-être que mes frères journalistes ne veulent peut-être pas mettre sur la table, c'est la dimension éditoriale. L'information peut être là, mais ça ne peut pas intéresser tout le monde, absolument. L'information peut être mesurée, maîtrisée, en fait. Donnez-moi tous les adjectifs qualificatifs que vous avez voulu ici, mais pas intéressante. Moi, je suis kibanguiste, et puis bon, vous venez, vous êtes par exemple de telle confession, et vous pouvez tout dire, moi ça ne m'intéresserait pas. Par contre, je lirai plus aisément quelqu'un qui a un compte Facebook qui me parle du kibanguisme. Qu'il soit affabulateur ou pas, ce serait plus facile déjà du point de vue éditorial. Je pense que les médias sociaux sont venus compléter
C'est curieux. Vraiment, il faut voir ça plutôt sous ce prisme. C'est-à-dire que c'est un complément qui manquait aux médias traditionnels. Les médias traditionnels cherchaient le feedback par le courrier des lecteurs, par des émissions à téléphone ouvert. Aujourd'hui, ils ont une chance. Vous trouverez chez les autres, ils n'ont pas attendu un seul instant. Vous finissez, dès que vous finissez une émission sur RFI, ils doivent déjà vous annoncer. Vous voulez réécouter, allez sur RFI.fr. Parce qu'ils savent que le temps d'antenne n'est toujours pas satisfaisant par rapport à la soif, par exemple. Quelqu'un voudrait creuser. Vous savez, vous avez des émissions sur les chaînes, par exemple, DIRTV. Bon, voilà, ça arrive, émission, sans détour. Mais je voudrais savoir c'est qui, M. Ngoye, creusé. Si après, ici, vous publiez ça sur votre compte Facebook de l'émission, ça irait plus en profondeur. Et peut-être aussi, au lieu d'avoir des téléphones ouverts, les gens peuvent directement interagir sur votre page Facebook, qui pourrait alors, améliorer les prestations, améliorer la qualité du débat. Ceux qui peuvent interagir ne peuvent être que vos amis, parce que vous êtes amis avec sur Facebook, et c'est celui qui a droit c'est la raison pour laquelle sur votre mur. C'est la raison pour laquelle quand vous triez mais les amis. Mon frère Bosoto a dit quelque chose peut-être important. Si vous utilisez un compte Facebook, par exemple, pour dire TVNet, absolument, ce serait pour des raisons professionnelles. Ça, c'est autre chose. Bien, c'est ce que je dis donc. Quand c'est comme ça, vous professionnalisez votre compte, vous demandez que les gens viennent se connecter à votre page, qu'ils aiment votre page, parce qu'ils, comment on appelle ça, ils sont satisfaits de votre ligne éditoriale, parce qu'ils vous suivent. Absolument, ce serait naturel. En plus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi, je souhaiterais qu'on voie ça plutôt dans un contexte beaucoup plus conciliant, s'il vous plaît. Bien entendu, ne vous en faites pas, Facebook n'est que la transposition d'une réalité sociale. Ce n'est pas tout ce que nous écoutons dans la rue que nous considérons comme information. Si quelqu'un dit, bon, aujourd'hui, mon père est mort à Moyondi, bon, il informe une partie de ses connaissances. Vous pensez que si moi, par exemple, je ne connais pas cette personne, même si on est des amis comme ça, parce que quand on est des amis sur Facebook, ce sont des amis virtuels, parfois on n'a rien en commun. Je dis, ok, mais X a perdu son parent, mais je comprendrai. Mais si on donne des informations sensibles, telles que ce que vous venez de dire, par exemple, qui tiennent, par exemple, de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de l'intégrité physique, des tensions diplomatiques, si c'est une information, tout le monde sait, on n'a même pas besoin d'être journaliste, il suffit d'être un peu sensé pour dire, comment on dit, pour classer une information, il faut d'abord classer le classeur. Vous êtes qui pour dire que voilà ce qui se passe? C'est ça aussi. Peut-être qu'il faut, je reviens avant de terminer sans abuser du temps de la parole, sur ce que mon frère a dit, peut-être qu'il faut maintenant parler de l'éducation. Et dans l'éducation des nouvelles technologies, M. Bosoto a exactement dit la même chose. Bon, chez lui, la schématisation était trop technique entre les C et les Y. En fait, il y a des migrants. C'est-à-dire que ceux qui sont nés de la technologie est restée derrière. Il faut qu'ils fassent les efforts et les natifs. Et aujourd'hui, la dictature sont les natifs. C'est les plus jeunes de 18 ans, de 19 ans, qui vont peut-être, comme on dit, pour des besoins, entre guillemets, jouissifs ou de rapidité aussi, de distraction. Mais peut-être qu'il faudrait maintenant que nous, en tant que les grandes personnes, que nous essayons maintenant d'apporter une certaine éducation dans l'utilisation des nouvelles technologies. Mais qui faut-il encore que nous maîtrisions nous-mêmes? Oui, avant ça, mais il y a d'abord un élément essentiel, c'est la base juridique. Parce que regardez un tout petit peu... en fait, vraiment, je vais finir par là. Le quoi que ça nous pose. Dans le code pénal, le vol est considéré comme une soustraction de biens appartenant à autrui. Mais sur Internet, sur Facebook, je peux prendre vos informations, ok, et je les capte et je les utilise à mauvais escient. Si vous portez plainte, vous pensez que ici, maintenant, la présentement au Congo, quelle est la juridiction qui est compétente pour ça? C'est ça le problème. Donc, il faut un arsenal juridique. En fait, c'est une affaire qui est restée tellement pendante que nous sommes en train de laisser partir la technologie sans pourtant l'entourer, l'encadrer du point de vue scientifique et du point de vue légal, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons que sous le prisme, comment on appelle ça, des éléments, parce que il n'y a rien, il n'y a pas de coercition. Je peux venir ici, vous mettre à vous injurier, il n'y a pas de coercition. Mais s'il y avait une coercition, je pense qu'il y aurait quand même une sorte d'autorégulation par rapport à l'utilisation de ces nouvelles. Mais l'arrivée d'Internet a révolutionné les choses. Pour que dans les médias, on a bien dit que l'Internet arrive, le journal papier va disparaître, va mourir. Ça sera en ligne. Certains majors aussi ont battu de l'aile en Europe à cause de cette concurrence-là. Newsweek qui a déjà disparu, par exemple. Donc, en France aussi, vous allez voir. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est ceux qui les utilisent. Les utilisateurs
disons, les Congolais, et ce qu'ils y mettent. Car au fond, la critique, ce n'est pas les réseaux sociaux. Parce qu'on a bien dit qu'en 2010, ça a permis la révolution, le printemps arabe. Donc ça peut permettre la révolution aussi ailleurs. Mais quel usage on en fait pour ce qui concerne, pour ce qui nous concerne? Parce que la plupart des utilisateurs sont souvent en Europe, là où c'est réglementé. Je pense qu'on est tout à fait d'accord avec Eddy Ngoy. Même quand il parle de la ligne éditoriale, effectivement, la ligne éditoriale, là vous vous adressez à une catégorie d'utilisateurs de ces réseaux sociaux qui savent pourquoi, donc ils maîtrisent. Mais quand vous lisez ce qui est écrit, il n'y a aucune ligne éditoriale. Ils ne savent même pas ce qu'est une ligne éditoriale. Donc, on a mis cet outil extraordinaire entre les mains des gens qui ont une éducation au rabais et des gens qui n'ont aucune culture d'information. Et la seule culture d'information qu'ils ont, c'est comme disait Alphonse de Songi. Donc, on utilise un outil aussi dangereux, parce que bon, pour nous qui sommes journalistes, on sait que les micros tuent peut tuer plus que les Kalachnikovs, plus que tout. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a plus que les micros. On a ces réseaux sociaux qui sont plus graves, qui détruisent qui peuvent détruire non seulement les États, mais qui détruisent même la source de la vie qui est la famille. Voilà. Donc quand autant on se félicite de cet outil qui est extraordinaire, autant on a des gens qui l'utilisent tout en sachant ce que ça représente, mais des mauvaises décisions, avec l'intention de nuire. C'est une forme de liberté. Est-ce qu'on peut canaliser la liberté? Parce que justement, là c'est une espèce de liberté. C'est assez difficile, voilà. Dans la mesure où, ouais, le smartphone, je prends un exemple simple, vous voyez le smartphone. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont caractérisés par deux variables: l'immédiateté de l'information et le nomadisme. Le nomadisme, c'est quoi? C'est aujourd'hui la capacité d'accéder à l'information Internet partout, en tout lieu, à n'importe quel moment. C'est un véritable danger. C'est un véritable danger. Lorsqu'aujourd'hui, on prend l'exemple de la place Tahrir, le soulèvement s'est fait de façon immédiate. C'est-à-dire il a suffi seulement qu'un seul individu poste descendant dans les rues de Tunis. Tout le monde est descendu dans les rues. On revient à cette variable selon laquelle on dit que l'information mal utilisée peut être dangereuse. On revient à la loi de McLuhan qui dit que the medium is the message. C'est-à-dire que la capacité ou bien l'intensité d'un média caractérise ou bien donne de l'intensité au message. On l'a vu à la place Tahrir. Il a suffi seulement qu'on utilise les médias sociaux, on dit descendons dans la rue, et de façon immédiate, tous les Tunisiens se sont rassemblés et ça a été la chute d'un régime. C'est pour dire que ceci, ou bien ces technologies sont très dangereuses, d'où l'importance. Aujourd'hui, lorsque vous allez au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, il y a ce que l'on appelle l'éducation aux médias. Mais sommes-nous arrivés au niveau de l'éducation aux médias? Point d'interrogation. Est-ce que si on arrive là, si on nomme, on ne va pas parler de privation de liberté? D'ailleurs, on va priver de liberté qui? Et quels sont les utilisateurs? Est-ce que vous en connaissez? Puisque là, je crois qu'il y a les ados qui sont accros à cela, mais beaucoup plus pour tchatcher et puis draguer les midnets. Mais les gens, comme on dit d'un certain âge, peut-être qu'ils lisent plutôt leur mail, mais ils ne sont peut-être pas concernés par cette technologie, mon cher Ndungu. Oui, pour répondre à ta question, Paul, j'ai constaté lors de certains voyages en Chine qu'il n'existe pas de réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter ne fonctionnent pas. L'État chinois a tout fait pour que cela soit bloqué. Sauf si vous allez dans certains circuits pour acheter une carte VPN. Pour acheter une carte VPN, d'ailleurs cela est interdit, mais quelques Chinois usent un peu les astuces comme ça pour vendre des cartes VPN. On vous remet un code pour que vous puissiez avoir accès aux réseaux sociaux. Mais les Chinois même, c'est interdit. Donc je pense, au regard du manque de maturité dont montrent encore beaucoup de jeunes Africains, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi dedans des personnes adultes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, je ne suis pas technicien en la matière, peut-être je poserai la question aux experts, est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de limiter, je ne sais pas, la capacité d'utilisation
je suis moi-même certainement contre cela en tant que journaliste, parce que les frontières en termes de technologie sont perméables. Ça serait très très difficile vraiment de bloquer aux portes de Brazzaville les gens qui, quand ils sont sur leur ordinateur en train de fustiger tel ou tel personnalité. Je sais que je ferai beaucoup d'ennemis en le disant. Non. Ce n'est pas normal que je sois dans une doctrine rétrograde, mais on peut imaginer. Il faut se poser des questions lorsque nous lisons enfin, la manière dont certains utilisateurs utilisent leur compte Facebook ou Twitter. Il faut avouer que franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à prendre dedans. Sinon, peut-être à s'irriter. Sinon même, pourquoi pas, à fermer son ordinateur, son iPad, pour peut-être regarder un match à la télévision. Parce que franchement, c'est beaucoup plus des injures, c'est des gens qui s'affichent, montrant leur belle poitrine, et c'est évidemment des cas d'arnaque. Donc cela, à mon avis, je me pose des questions. Est-ce que nous savons utiliser les réseaux sociaux comme les autres les utilisent, comme par exemple dans les pays arabes, ou alors dans les pays développés, parce que là-bas, vous avez l'impression, n'allons même pas tellement dans les pays arabes, même dans les pays comme le Sénégal. Et c'est pourquoi je faisais allusion tantôt d'un autre niveau même d'éducation et de culture. Parce que, autant on parlera des réseaux sociaux, des utilisateurs, de ce qu'ils en font, autant nous parlerons évidemment, pourquoi pas, de la qualité de notre presse. Cela se ressent, quelqu'un ouvre, je ne sais pas, un journal, crée un journal, dont il écrit, vous le lisez. En tant que journaliste, je ne voudrais pas moi juger certains confrères, mais force est de reconnaître que à partir de la qualité du journal, de la qualité de la presse dans un pays, quand vous arrivez dans un pays, achetez la presse, vous pouvez déjà juger de la qualité même des ressources humaines. Et évidemment, qu'est-ce que vous voulez que ça donne dans nos réseaux sociaux? Ça ne donnera pas grand-chose. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez bien fait de le relever? Parce qu'en fait, quand on ouvre nos journaux, enfin ce qui reste encore des journaux, hein, parce que certains ont déjà fermé, c'est beaucoup plus le titre ronflant et puis un contenu vide. Mais au niveau des réseaux sociaux également, on a l'impression que c'est beaucoup plus le sensationnel qui qu'autre chose. Car lorsque on a posté une information où on a peut-être insulté X, c'est beaucoup plus les gens qui le partagent, M. Ngoyi. Okay. Est-ce que ce n'est pas le risque de se retrouver avec un outil qui par ailleurs très moderne, qui devait nous faire entrer de plein pied, peut-être pas dans le 22e siècle, mais bon, en tout cas, maîtriser le 21e siècle, mais où on est en train de retourner. Mais déjà, il faut que je souligne que l'information dans les médias sociaux est une des applications. Les médias sociaux ne servent toujours pas pour l'information. Ce sont des lieux de rencontre. Formidable. C'est-à-dire que, incroyable. Vous trouvez, nous avons retrouvé des amis que nous avons cru perdre il y a 30 ans, 40 ans. Vous comprenez? Et moi, je pense que ce n'est pas aussi alarmant que ça. En fait, c'est grave. Je ne dois pas sous-dimensionner ça. Si on prend par exemple du point de vue de... Prenons par exemple YouTube. Vous savez, si YouTube n'existait pas, il y aurait déjà une grande partie de notre production, par exemple, ne fût-ce que musicale, qui aurait disparu. Effectivement. Parce que vous savez, nous avons une très mauvaise politique d'archives, par exemple sonore. Donc, il faut comprendre aussi que ces technologies, bien que, à bien des égards, nous posent des actes peut-être néfastes ou nous posent des problèmes, mais sont venus aussi aider ces sociétés-là qui ne veulent pas comprendre que l'archivage ou l'archive en général, c'est quelque chose d'inestimable. Alors que chez les autres, on fait le nécessaire de faire que les musiciens de 1680 puissent encore être écoutés chez nous. Moi, pour l'écouter, excusez-moi. Mais oui. À votre crédit, je voulais vous apporter l'information. Oui. Grâce à YouTube, oui. Il y a un jeune qui a composé une chanson, mais qui était en termes d'audience, il a battu tous les records. Parce que ça passait rien que sur YouTube, et c'est parce que les gens se sont connectés par milliers qu'il y a eu une maison d'édition, enfin de production qui est venue le prendre, et puis
qui a fait du buzz. C'est positif. On ne dit pas que c'est mauvais. Absolument. C'est l'usage qu'on en fait. Non, c'est là que nous devons profiter. C'est-à-dire que nous devons... La technologie est là. On a dit qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Essayons, via une initiation aux médias, telle que M. Bossoto l'a dit, essayer de rendre les gens conscients pour qu'ils puissent en faire une utilisation responsable. Regardez par exemple YouTube. Beaucoup de gens oublient qu'ils peuvent vendre sur YouTube. Leurs pièces de théâtre, leurs speech, même les émissions que vous faites. Quelqu'un peut... Je vais vous dire, en 2011, je pense, 2011, quand il y a eu, je ne sais pas si, je me rappelle, quand il y a eu l'assassinat de Floribert Chebeya à Kinshasa. Vous savez, je me retrouvais au Maroc. Et nous étions en train de parler de nouvelles technologies, donc c'était une grande révolution. Et il y a quelqu'un qui va me contacter pour dire, est-ce qu'un Anglais, Dixie Otin, je n'ai jamais oublié son nom, est-ce que vous pouvez, une fois que vous êtes chez vous au pays, me faire un papier, au moins de 2 pages, sur cette affaire? En fait, essayez de vous renseigner sur tout ce que vous pouvez savoir et vous me faites un papier. J'ai dit, je ne suis pas journaliste, stricto sensu. Il dit, non, il n'y a pas de problème. En tant qu'intellectuel, faites-moi un papier et puis je transforme ça en article de presse. Bien entendu, j'aurai à recouper auprès de certaines sources. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis revenu, j'ai fait 2 pages et ils m'ont payé 500 livres sterling. Voilà les opportunités que ça amène. Il ne faut pas toujours voir ça sous le prisme déformant de non. Ça peut permettre à ce qu'un média du Congo puisse vendre à l'extérieur. Ça peut permettre à ce que les gens qui sont au Congo puissent s'extérioriser. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Il faut l'intégrer dans notre système de décision, dans notre système juridique, dans notre système économique. Chez les autres, pour paraphraser M. Dongo, au Sénégal, il y a une direction générale de l'économie numérique. L'économie numérique n'a rien à voir avec l'économie traditionnelle. Effectivement. Dans la cotation en bourse aux États-Unis, on a même séparé les valeurs. Les nouvelles technologies sont listées sur le Nasdaq. Et les valeurs traditionnelles sur le Dow Jones. Chez nous, nous pensons que Facebook ou les nouvelles technologies, c'est juste une sorte d'excroissance. Voilà. Non, c'est un paradigme nouveau qui nécessite des règles nouvelles, des façons nouvelles de travailler et de concevoir. Voilà pourquoi moi je voudrais que ça nous échappe. Je comprends pourquoi la Chine applique une position radicale. Parce que pour la Chine, c'est pour se prémunir contre, surtout, comment on appelle ça, l'espionnage. Nous, on n'a rien à cacher pour le moment. Vous comprenez? Chez nous, l'objectif serait d'intégrer ça dans une dimension claire, clarifiée, en mettant en place des structures. Je dis bien claires, qui comprennent la situation des Congolais pour que les Congolais puissent s'en approprier dans un contexte suffisamment congolais. Pourquoi je le dis? Souvent, quand il s'agit de choses comme ça, vous allez trouver que non, c'est une compagnie qui vient de France, qui s'appelle tel, qui va venir mettre les réseaux. L'objectif, c'est quoi? Et nous restons toujours un tout petit peu, comment on appelle ça, prisonniers de ces technologies. Une fois qu'on c'est comme ça, ce sont les mêmes personnes qui deviennent des taupes. Voilà ce que le Congo veut faire, voilà ceci, cela, tout. Nous pensons que, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais une petite expertise congolaise, qu'elle soit ici sur place, qu'elle soit à l'extérieur, qui peut faire quelque chose de bien. Pour terminer, pour essayer un peu de répondre à une question à laquelle j'avais omis de répondre, quand vous avez une information, aussi grave soit-elle, alors X est mort, il y a tel, ceci, cela, tout. Chez les autres, chaque institution a son site. Vous allez maintenant, ok, on a dit que le président Ron est mort, ok, je tape présidence.rw. Si ce n'est pas dit, donc c'est pas... Il faut que les institutions aussi puissent avoir leur site officiel auprès desquels nous venons prendre l'information à la source. Mais quand nous ne sommes pas informés, c'est la rumeur qui prend le dessus. Et la rumeur, c'est quoi? C'est ce que M. Dongo a dit, c'est les commérages, et qui trouvent alors un moyen incroyable de se propager via les médias sociaux. Donc, ce ne sont pas les médias sociaux à blâmer, c'est notre façon de nous approprier cette technologie et que ça ne puisse pas être des technologies qui sont à côté et que la technophobie, la technophobie ambiante ne puisse plus avoir des beaux choses. Je crois que c'est juste pour rire, parce que pour nous, bon, je vais essayer un peu de rire. Mon cher Alain, il vient de dire quelque chose d'important. Est-ce que tous les ministères ont même un site? Non. Est-ce que la présidence de la République a un site? Je pense que est-ce que c'est même actualisé? Non, je pense que... Est-ce qu'ils ont des webmasters? Enfin, non, je pense parce que je sais que c'est non à la majorité qualifiée. Mais bon... Non, le problème, c'est comme ce que vient de dire Ngoï. C'est le problème déjà de savoir quelle est l'importance de cet outil. Bon. L'utilisation, même la création des sites, à un moment, ça apparaissait comme un effet de mode. Tous les ministères avaient
tenté d'ouvrir des sites et ces sites n'ont jamais fonctionné. C'était un effet de mode. En dehors de l'édito soit du ministre ou bien du PDG, en fait, bon, qui a été écrit par un de ses collaborateurs, parfois qui fait malaise. Ça se fait toujours comme ça. Oui, donc on n'a pas. Je pense qu'il y a un véritable problème fondamental, culturel fondamental. Je pense aussi qu'on est tous d'accord ici sur l'importance de cet outil. On est tous d'accord. Hein? Donc tous on est d'accord. Mais les véritables problèmes, je crois que le véritable problème pour lequel on est ici, c'est l'usage qu'on en fait. L'utilisation. Et là, je reviens à ce que disait Alphonse. Quels sont les consommateurs et comment ça agit sur les consommateurs. Parce que quand nous parlons, on a l'impression que ceux qui écrivent n'importe quoi, qui mettent n'importe quelle information, c'est déjà qu'ils n'ont aucune notion d'information et tout ça. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont journalistes comme nous, connaissant les dangers de l'information, qui se permettent, souvent c'est eux qui se permettent d'écrire et de poster. Le véritable problème, il est culturel. C'est-à-dire, on minimise souvent les conséquences des actes que nous posons sur ces réseaux sociaux. En Tunisie, on a fait descendre des milliers de gens dans la rue, mais c'est canalisé. Les gens, ils ont déjà la culture. Mais ici, nous n'avons pas la culture. Même quand on parle des journaux, mais effectivement, ce que disait Alphonse, mais qu'est-ce que nous pouvons attendre sur les nouveaux des réseaux sociaux quand nous disons des contenus de nos journaux ici? Je pense qu'il y a deux pays, hein, parce que les Gabon, quand tu lis les journaux au Gabon, ils sont quand même un peu plus avancés. Les recoupements des sources, bon, au Cameroun, c'est un peu... Mais quand vous lisez les journaux au Congo, vous lisez les journaux en République démocratique du Congo, il y a des fois, vous vous posez la question si vous faites le même métier que ceux qui écrivent. Donc, c'est le même qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est nauséabond, ça c'est clair. Mais ça ne me surprend pas quand je vois la qualité des ressources humaines dans notre corporation. Ça c'est clair. Très bien. Alors, je vois que vous avez beaucoup plus du mal à donner une nouvelle culture chez vos étudiants. Peut-être même poser la question, est-ce qu'il y a au département des sciences techniques de la communication ou une option, une matière qui est consacrée à ces TIC et à l'évolution de ces TIC, parce que les médias classiques, traditionnels, ils savent quelles sont les règles qui régissent leur fonctionnement. Ici, on vient de dire que quelqu'un peut aujourd'hui ouvrir un compte et avoir plusieurs profils. Si vous l'attaquez là, il change. Aujourd'hui, les Massamba, demain, les Bosoto, mais c'est le même. Et peut multiplier plusieurs profils comme ça là et balancer plusieurs boules puantes pour un objectif bien précis. Est-ce que c'est... Oui, au fait, en 2011, en fait, la matière de technologie de l'information et de la communication a été instituée au niveau du département STC et j'ai mis en place un espace Facebook intitulé STC TIC 2.0 pour initier même violemment les étudiants à l'usage des réseaux sociaux, parce que quel constat j'ai fait au départ? J'ai posé la question aux étudiants, mais lesquels utilisent Internet, lesquels utilisent Google pour faire leurs recherches? J'avais constaté que personne, la plupart, une très infime partie était connectée au réseau. J'ai créé cet espace à travers lequel qui permet aux étudiants non seulement de s'envoyer des informations, également d'échanger entre eux, mais également d'échanger avec les enseignants, c'est-à-dire certains volets des enseignements qu'ils ne maîtrisent pas. Ils peuvent poser la question directement à l'enseignant, l'enseignement qui répond en ligne, l'enseignant qui répond directement en ligne. On essaie. Mais il y a un problème, c'est que c'est comme ce que Ngoyi a dit tout à l'heure. Il y a le volet de la technophobie. Beaucoup de gens manifestent des blocages aux technologies. Lorsque vous dites à des étudiants, allez récupérer un support de cours de journalisme sur le net. Sur le net, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. On fait des recherches, on poste des documents. Je ne sais pas si Ngoyi les voit souvent. Sur la presse quotidienne, sur la presse indépendante, les documents sont disponibles, mais rares sont les étudiants qui le prennent. Donc, c'est des étudiants qui sont connectés sur les réseaux, qui s'envoient des informations, mais lorsque vous leur dites allez récupérer les documents, faites des recherches, ils ne le font pas. D'où on revient à cette problématique qui a été évoquée par la plupart des intervenants ici. La raison sociale
la valeur d'usage. On utilise les technologies, pourquoi? Pour la recherche, soit pour le développement, ou bien pour se distraire et puis véhiculer des informations qui ont tendance à nuire voilà, aux populations, à des individus. Au sujet de la technophobie, je peux peut-être vous dire qu'il y a quand même les gens qui sont réticents de passer à la machine à taper, la machine à écrire, à l'ordinateur. Peut-être que vous irez au sous-sol du palais de justice, vous verrez encore les vieilles machines qui font du bruit, tac, 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 tac. Peut-être que ça fait du bien ce son-là. Mais leur demander de s'adapter aux nouvelles technologies, cette personne qui tape à la machine, demandez-lui est-ce que vous avez même une adresse email. Il vous dira, vous me parlez de Jésus-Christ ou bien de quoi? Monsieur, je voulais... Ok, ben, en fait c'est toujours sur l'utilisation. Il s'agit, en fait, la nomenclature est claire. Ce sont des médias sociaux. Donc, si le niveau de l'utilisation ou la qualité informationnelle ou les lignes éditoriales ou comment, en fait, la production idéale ou informationnelle qui existe ou qui circule sur ces médias sont nauséabonds, comme on l'a dit à l'échelle. Comment on appelle ça? C'est le reflet de notre société. Puis ce sont des médias sociaux. On ne peut pas demander à une société en perte de valeur de communiquer sur des choses qu'ils ne comprennent pas. En fait. Non, mais j'ai avec moi ici sur le plateau un communicateur, comme on dit. Il s'agit d'un problème de répertoire. Si le répertoire est biaisé, le répertoire cognitif est mauvais, déjà. Pourquoi? Parce que déjà, dans la compréhension même déjà des enjeux. Mais est-ce que je posais la question de ça tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez les utilisateurs? Parce que tout à l'heure là, on les a classifiés. Il y a des jeunes et puis il y a nous les adultes. Il y a quand même des gens qui ont un certain niveau, qui mettent aussi la technologie, qui ont une connaissance d'éthique et qui ont des comptes qui parfois écrivent des choses sensées. Mais lorsqu'on rentre, pour ce qui concerne les réseaux forces proprement dit animés par les Congolais ou bien les Congolais des deux rives, on a l'impression qu'on est quand même en dessous du niveau escompté. Oui, mais il y a je veux vous informer aussi, il y a des options de confidentialité. C'est là qu'il faut peut-être, comment on appelle ça, insister sur l'éducation. Sur Facebook, vous avez la capacité sur Twitter de bloquer quelqu'un. C'est-à-dire, si vous trouvez que telle personne vitupère des choses qui ne vous intéressent pas, vous le signalez comme indésirable. Et lui, il ne pourra plus jamais vous contacter. Oui, il n'y a pas de problème. Absolument. Mais c'est vous. Oui. C'est pas pour autant qu'il aura arrêté de contacter d'injecter le venin à l'heure. C'est ça le vrai problème. Il contactera d'autres personnes. Oui. Absolument. Mais vous savez, si on amène le niveau culturel, comment on appelle ça, à un certain standing d'évolution quand même, tel que nous sommes en train de le souhaiter, si on le passe, ici par exemple, disons, parlons de Congo. Oui. À Brazzaville, il n'y a pas de problème. On entre nous, on a constaté que le niveau est bas. Oui. Voilà. Mais nous avons des modèles de référence, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger. Oui. Donc on pense qu'ils ont un certain niveau, ils peuvent nous apporter la lumière. Absolument. Or, il se trouve que c'est plutôt l'extérieur qui nous renvoie, j'ai d'autres guillemets, ce qui nous pousse aujourd'hui à parler de ce thème. Mais c'est là qu'est survenu le problème de la ligne éditoriale. Ceux qui parlent ou utilisent mal les médias sociaux, ils ont des buts à atteindre. Nous n'allons pas avoir, comment on appelle ça, une rue ou pas un espace où totalement il n'y aura que des bien-pensants, des mal-pensants, des délinquants, tout le monde. Donc c'est un espace, c'est ça l'avantage, ce n'est qu'un espace. Maintenant, il faut peut-être que la sommation des bien-pensants soit supérieure aux mal-pensants. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là peut-être pour moi qui serait la chose la plus importante. Il faut maintenant aujourd'hui, au lieu peut-être de s'émouvoir de la mauvaise utilisation, que font ceux qui savent bien utiliser pour essayer de plus occuper le terrain? Ils doivent publier, ils doivent occuper le terrain. Parce que les autres, je vous dis, il y a des gens qui font 24 heures sur 24, pendant 3 semaines, il est là. C'est-à-dire il est toujours connecté. Et puis, bien entendu, il a l'avantage. Il a l'avantage, donc il attend. Quand aux États-Unis, c'est 8 heures, bon, là-bas, alors que toi et moi, nous dormons ici. Nous avons une bonne façon d'étriquer. Alors que lui, il peut visionner les vidéos, il peut les amplifier, nous sommes sous-dimensionnés. Voilà la difficulté. Mais je pense, sincèrement, sans plutôt tirer vraiment à boulet rouge, je trouve ça marginal en fait, ça c'est mon point de vue. C'est marginal. Tout le monde sait, surtout si vous êtes Congolais,
et que vous allez souvent sur les médias sociaux, tout le monde connaît un certain nombre d'activistes et peut-être déjà même leur ligne éditoriale. Que si vous voulez écouter du ceci, allez ceci. Si vous êtes, moi par exemple, hein, je vous dis, c'est pas ici, je peux pas donner, mais je peux savoir si je veux écouter, parler musique avec quelqu'un, vieille musique, je connais les gens. Si on peut parler littérature, je connais. Si je veux pas parler technologie, je veux parler politique, opposition, je sais. Si je veux parler politique, pro-gouvernement, tout au moins, les profils sont plus ou moins déterminés. Donc on ne peut pas dire qu'on y va, parfois on est surpris. Mais bien entendu, comme dans tout espace, il y a des exagérations. Maintenant, c'est là que devient survenir le point de la coercition. Mais vous êtes un consommateur responsable. Absolument. À la différence de ceux qui y vont. J'ai même, non, pour votre information, j'ai même une association de consommateurs de type personne. Responsable. Absolument, personne n'est jamais arrivé. Je vais vous dire une chose, peut-être c'est une digression, mais qui a quelque chose à voir ici. L'ANPCE a infligé comment on appelle ça, des amendes. Mais c'est nous qui subissons le préjudice, nous les, comment on appelle ça, les consommateurs. Pourquoi verser auprès de l'État? Ce sont ces petites choses-là. Il faut qu'on comprenne, avec les nouvelles technologies, les règles de fonctionnement changent. C'est ça? Non, on ne devait pas donner l'argent, mais ça peut être compensé en temps de communication gratuite. Tout ça, ça se sait, mais malheureusement, on ne met pas souvent en place les intelligences pour que nous puissions maintenant éclairer les autres. Voilà pourquoi je parle de technophobie. Mon frère Bossoto ne peut pas me dire le contraire. Sinon, il y a des minima qu'on peut faire pour éviter. Enfin, les réseaux, hein, le networking, c'est la rencontre des gens qui pensent quasiment pareil, hein, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes dans un système vertical, vous êtes là, dans votre horizontalité, vous êtes 10 000, vous avez des très bonnes choses, mais du point de vue vertical, si je n'ai pas accès, c'est vous qui m'invitez, je n'ai jamais demandé que vous m'invitez. En dehors de vous, personne ne m'a jamais invité. Comment les gens peuvent savoir? Pour que vous puissiez délivrer un message au Congo, vous-même vous connaissez la presse, c'est 1000. C'est dommage. Mais si vous n'avez pas les 1000, mais vous avez du savoir, vous faites quoi? C'est dommage, plutôt vous faites des bonnes interventions à mon émission, mais que les autres ne vous aient pas encore... Mais absolument. C'est vrai qu'un temps, vous m'avez invité un jour, mais j'étais en voyage. Bon, on va pas citer les concurrents. Oui, absolument, excusez-moi. Alors, nous allons marquer une petite pause, et après, nous reviendrons sur le plateau pour parler certainement de ce qui nous concerne aujourd'hui, car depuis le déclenchement de l'affaire, de l'opération Mbate Abakolo, le 4 avril dernier, il y a eu comme une espèce de bouffée de chaleur de la part d'un certain nombre de réseaux sociaux qui ont même poussé des personnalités, des très hautes personnalités de la représentation nationale de reprendre à leur profit des informations que certains pouvaient penser marginales, comme on a envie de le dire. Une petite page de publicité et on reviendra sur ce plateau et je vous ferai diffuser ce petit document, vous verrez. De la même façon que ce sont les réseaux sociaux qui ont diffusé un drapeau tricolore brûlé, alors qu'un média classique responsable ne le ferait pas. Mais, vous voyez, jusqu'où on peut arriver lorsque on donne ces instruments-là entre les mains des gens qui ne maîtrisent pas les règles déontologiques de la profession. À la régie, si vous êtes prêts, une petite page de publicité et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Disons déjà, la Congolaise de banque à votre service. Bonjour à tous, je suis Mister Money. Je vous apporte 100% de bonus. Oui, 100% de bonus avec RTL. Gagnez 100% de bonus sur toutes vos recharges RTL Money, Sapsam Yambango, quel que soit le montant rechargé. Je dis bien 100% de bonus sur vos recharges RTL Money, quel que soit le montant. Avec 500 francs, gagnez 1000 francs de crédit de communication. Avec 1000 francs, gagnez 2000 francs de crédit de communication. Avec 2500 francs, gagnez 5000 francs de crédit de communication. Avec 5000 francs, gagnez 10 000 francs de crédit de communication. Avec 10 000 francs, gagnez jusqu'à 20 000 francs de crédit de communication. Plus vous faites le plein de recharge, plus vous gagnez de bonus. Avec RTL, profitez de la meilleure qualité réseau et communiquez librement avec vos proches à travers tout le Congo. RTL Money, simple, sécurisé et instantané. Mes amis et moi avons fait un rêve, celui de créer un bar qui regorge des choses les plus raffinées du monde. Des choses confectionnées dans les règles de l'art et avec le plus grand soin.
Alors, quand nous avons dû choisir notre bière, le choix était simple. Muxik, brassé localement à la perfection à partir des meilleurs ingrédients pour arriver à ce goût et cet arôme si particulier. Nous avons réalisé notre rêve et ouvert les portes de notre bar de classe internationale au cœur même de l'Afrique. Ainsi, quand ce qu'il y a de meilleur s'unit à l'exceptionnel, nous appelons ces moments de la vie les moments Muxik. Muxik, le meilleur du monde dans une bière. Donne-moi ce téléphone. Ah, c'est maintenant mon tour. S'il vous plaît, rendez-moi mon téléphone. Mais c'est mon tour. Ah, j'en ai besoin. Donne-moi ce téléphone. Que se passe-t-il ici? Oh, laisse. Ce gars a le tarif Warrid Express. Mais comme il est idiot, il a couru le dire à tout le monde. Et maintenant, tout le monde veut appeler avec son téléphone. Warrid Express, c'est le tarif le plus bas du Congo. Dieu merci, je ne l'ai dit à personne. Passe-moi ton téléphone une seconde, s'il te plaît. Profitez de Warrid Express, le tarif le plus bas du Congo, à 1,25 franc la seconde. Où que vous soyez et vers tous les réseaux. Mais surtout, ne le dites à personne. Warrid Express, qui dit mieux? Warrid, passez à l'action. Disons déjà la Congolaise de banque à votre service. Un certain gars là, Toyo, qui gère ça. Voilà, donc nous revenons sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Nous vous disions que depuis le 4 avril dernier, la force publique a déclenché ce qu'on appelle l'opération Mbata Bakolo, avec les conséquences que nous savons et le débat que cela a suscité, y compris les mois que ça a créé dans les opinions, aussi bien ici à Brazzaville qu'en RDC. Mais pire encore, c'est que les réseaux sociaux s'en sont emparés de certaines images et se sont permis de les diffuser, créant encore, ajoutant à l'émotion, plus d'émotion encore, et peut-être même avec une arrière-pensée de créer un ressentiment. On peut ne pas être d'accord avec cette analyse, mais il se trouve que sur YouTube, si je puis me permettre, il y a eu une vidéo qui est passée d'une charmante demoiselle, entre guillemets, qui a dit ce qu'elle disait, son point de vue par rapport à l'opération Mbata Bakolo. Mais que s'est-il passé lors de la plénière qui a eu lieu au Parlement à Kinshasa? Certains députés se sont permis de reprendre à leur crédit ces propos pour bâtir leur argumentaire. Je vais vous donner seulement les choses pour voir à quel point les réseaux sociaux peuvent impacter sur, peut-être même demain, sur la manière dont nos gouvernants conduisent nos politiques de développement. Puisque nous avons pris l'exemple de l'Égypte. Alors, allons à la régie pour voir ces quelques 5 minutes d'échange entre un député, je ne citerai pas son nom parce que je n'ai pas retenu, et le président de l'Assemblée de la RDC. À la régie, si vous êtes prêts, ce court extrait. Merci. Même si vous avez voté contre l'ordre du jour, je vous accorde la parole. Honorable Président, l'heure est à l'action et à la responsabilité. Je commencerai par vous dire merci, Honorable Président. Pas seulement de la parole que vous nous accordez, mais de seulement vous rappeler que la question d'actualité posée par l'Honorable Mouyaya, on ne devrait pas avoir un débat, mais vous avez accepté qu'il y ait un débat, Honorable Président. Le peuple congolais vous dit merci pour votre patriotisme et votre attachement, Honorable Président.
Honorable Président, si aujourd'hui nous avons une commission d'information,